Bonsoir, je sais pas vraiment comment la vidéo va finir. Ça fait un moment maintenant que je veux commencer les vidéos sur YouTube, mais j'arrivais pas à trouver un format qui me convenait et j'arrivais pas à trouver un cadre. Je prenais pas le temps, voilà. Là, je me suis posé, petite soirée, tranquille, avant Noël, et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une petite vidéo dans un format que j'ai jamais vu, vraiment papotage, un peu en mode book club, autour des livres que j'ai lus. Cette année, mais aussi un petit peu l'année dernière, j'ai triché, j'avoue. Mais avant de commencer, il faut faire un petit peu, un historique de ma vie de lecteur. Moi, j'ai jamais vraiment aimé lire. Ça fait peut-être maintenant 3-4 ans que j'ai commencé à lire et l'année dernière, je me suis vraiment mis un petit coup de pied en me disant: «Allez, ce serait vraiment intéressant que tu te mettes à lire». Mais j'avais du mal à trouver, quelque chose qui me ressemblait, dans les vidéos qu'on pouvait voir sur TikTok, sur les réseaux et cetera. Donc je voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin petit à petit et aujourd'hui, je voulais présenter justement un peu ce que j'ai lu. 2025, ça a été l'année, où j'ai le plus lu, ever. Enfin, c'est vraiment l'année où j'ai le plus lu. Je suis à presque 50 livres, je crois. À l'heure actuelle, je suis à 47. Je suis très, très content. Franchement, c'est un très grand accomplissement et j'aurais jamais pensé pouvoir lire autant de livres en 1 an, comme quoi tout est possible. Faut juste s'en donner les moyens. Voilà. Donc là, vous le voyez pas, mais devant moi, j'ai tous mes livres et puis bon, bah, le cadre est très cosy, je me mets dans mon lit, petite tisane, tout, on est prêt. J'espère que vous avez du temps. Mettez-vous aussi dans un petit cocon. Ma caméra a coupé, désolé. Voilà, donc je vous disais, mettez-vous dans un petit cocon, mais pour commencer, pour introduire cette vidéo, j'étais obligé de commencer par une saga qui m'est à cœur et vous savez, on dit toujours qu'il y a eu un livre qui nous a mis, fait de nous un lecteur assidu, et moi ce livre, c'est, Autre monde de Maxime Chatham. C'est plutôt même une saga à vrai dire. Je sais pas trop pourquoi quand j'avais, 17-18 ans, j'allais passer le bac quand je l'ai lu. Hem, J'étais tombé sur le tome 7, 6 à l'époque je crois, parce qu'on attendait que le tome 7 sorte. Et je me suis dit: «Tiens, c'est pas mal» et tout ça et j'ai toujours adoré, le post-apocalyptique et là, donc en fait, on se retrouve dans cette saga, du coup, post-apocalyptique, destinée plutôt aux jeunes, donc c'est de Maxime Chatham chez Albin Michel, collection Wyss, donc collection young adulte, qui est en 7 tomes en tout aujourd'hui. Il y a 2 cycles. Le premier cycle, tome 1 ici, 2 ici et 3. Qui suivent donc, Matt Carter qui est un jeune enfant, enfin plutôt un jeune adolescent qui, la veille de Noël, comme aujourd'hui quand je filme d'ailleurs, hem, est au milieu d'une dispute entre ses parents qui veulent sa garde, puisqu'ils vont se séparer et ils s'apprêtent à vivre leur dernier Noël ensemble, entre guillemets «en famille» et ils vont se coucher, tous contrariés et cetera et quand il se réveille le lendemain matin, il est tout seul. Les parents ne sont plus là, donc on pose des questions et cetera. En fait, on se rend compte que, il y a une tempête pendant la nuit qui a supprimé tous les adultes de la Terre et même bien plus que ça, certains adultes ont muté, on le découvre très rapidement, d'autres sont tout simplement disparus. Hem, D'autres encore sont présents, mais ont perdu tout souvenir, toute intelligence, et surtout la planète se rebelle, si on peut dire ça. La planète vit, c'est-à-dire que, en une nuit, les arbres ont doublé de taille, tout ce qui est naturel a repris sa place. Les villes, les mégalopoles, New York sont presque déjà ensevelies sous la végétation. En une nuit, il s'est passé des dizaines de centaines d'années, hem, de comment dire? De rébellion de la nature et donc voilà, on suit Matt, dans son univers, dans son New York complètement, post-apocalyptique où il va rejoindre Tobias, un de ses meilleurs amis, hem, tant bien que mal puisqu'il y a plus internet, plus de télé, plus rien du tout, plus d'humanité presque. Il reste que les enfants et on va les suivre eux, tout d'abord, puis vous voyez peut-être sur l'image, il y a une troisième personne, qui va finir par les rejoindre, leur rejoindre leur petit trio et franchement c'est vraiment hyper, pertinent, j'ai envie de dire. Ça pose des questions très, très profondes sur, qui on est,
pourquoi est-ce qu'on est, pour qui est-ce qu'on est, mais aussi la place de la planète dans notre vie, dans notre société, ce qu'on attend de nous, en tant que dans une communauté, presque, dans une société et c'est vraiment une quête initiatique où on apprend avec Matt à grandir, c'est-à-dire parce qu'il questionne vraiment toute cette partie de enfin, toute cette part de nous, quand on grandit de: «Ouais, je suis un enfant, mais en fait, je vais bientôt devenir adulte là, j'ai 17, 18, 19 ans» et vraiment je l'ai eu dans cette période-là, donc c'était parfait. Et encore que Matt est plus jeune, hein, mais voilà, ça il a pas encore passé sa puberté, par exemple, et donc on est vraiment dans ce moment où on se dit: «Mais attends, parce que là, moi, je suis un bébé, mais en même temps, plus vraiment un bébé, mais je suis un adulte, mais attends, je suis pas un adulte et pourtant je dois prendre des décisions sur ma vie». Par exemple, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Par exemple, heu, est-ce que j'ai envie de traîner avec ces personnes? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce que je passe en priorité? Voilà, c'est toutes ces questions, typiques du roman initiatique. Je dis pas que ce livre est parfait, là, comme vous pouvez voir, j'ai les nouvelles couvertures, donc moi, j'avais acheté les vieilles versions en poche, mais les nouvelles couvertures m'ont permis, en tout cas, de me relancer dans ma lecture et de redécouvrir l'œuvre. C'est vrai que je vois que ce n'est pas parfait, notamment les tomes 1, 2 et 3 sont parfaits, le 2 un peu convenu, mais moi, dans tous les cas, ça me rappelle des souvenirs, donc c'est forcément incroyable, mais je sais que quand j'avais lu ces 3 premiers tomes, j'étais vraiment sur le cul, si on peut dire. J'étais vraiment à fond, j'avais lu le tome, 7 qui fait 800 pages, je crois, je l'avais lu en 3 non, 1 semaine, ce qui était énorme pour moi à l'époque, ce qu'il est encore aujourd'hui, on va pas se mentir et ouais, franchement, l'amitié qui se crée, les liens, la découverte de l'amour, la découverte de l'autre, la découverte de soi, la découverte du monde, et puis aussi, petite mention quand même intéressante, c'est qu'il y a plein de mentions et de références à Disney. Par exemple, on peut peut-être le voir, je sais pas trop si mon téléphone va faire le focus, mais ici on a un château qui fait beaucoup penser à Disney, voilà, je vais pas en dire plus. On a des choses qui font penser comme ça, on a notamment un tome qui s'appelle Oz, comme le magicien d'Oz et le pays d'Oz. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont hyper intéressantes. Et puis j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, mais donc il y a aussi le tome 4, puis le tome 5, 6 et 7 que je n'ai pas avec moi, qui font un second cycle, un second souffle à l'univers, où ici on part sur la fin du premier arc, qui s'est terminé avec le tome 3, et on suit à nouveau les mêmes protagonistes, mais cette fois qui vont découvrir une nouvelle zone, parce que ça se passe en Amérique et dans ce tome 4, on va se rendre au Canada pour voir un petit peu ce qui se passe là-bas, parce qu'il y a une sorte de tempête qui menace d'arriver aux États-Unis. Voilà, donc franchement, c'est vraiment super. En plus, voilà, je vais pas m'attarder plus dessus, même si c'est le sujet même de cette vidéo, de prendre le temps de parler des livres, mais je pense que là, je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais peut-être me calmer quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est le livre à donner à tous les adolescents, toutes les personnes, même encore, qui se cherchent. Moi, je le lis aujourd'hui, j'ai 25 ans et je me retrouve encore parfois dans Matt, parfois dans Tobias et parfois dans Ambre aussi. Un peu dans tous les personnages finalement, parce que je trouve que c'est vraiment, universel. C'est des questions qu'on se pose à tout âge et des valeurs, que l'on prône encore aujourd'hui dans ce monde. Et je vous ai pas montré, mais il y a une petite carte ici. Oh! Je casse pas mon livre, ce serait dommage. Petite carte ici qui montre aussi toute l'étendue de l'univers pour permettre de vous retrouver tout simplement dans cet univers. Voilà, on n'est pas sur de la fantaisie, à la Robin Hood ou je ne sais qui, mais c'est un peu pour moi, je pense un peu comme du Percy Jackson. C'est-à-dire que c'est pas basé sur de la mythologie, mais par contre, c'est toujours hyper intéressant puisque ça permet de découvrir le monde à travers des yeux nouveaux et de découvrir une nature. Ça me fait un petit peu penser, quand même malgré tout à Avatar, dans le sens où, on suit dans Avatar des humains sur une nouvelle planète et là on suit des enfants dans un monde, d'adultes, dans un monde post-apo, on va dire et ouais, c'est vrai que ça m'y fait vraiment penser. Voilà, j'ai terminé de vous présenter, Autre Monde. En tout cas, j'espère vraiment qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont lu et puis, si c'est le cas, j'ai hâte de lire vos commentaires. Je voulais vous parler
de d'un autre style littéraire que j'ai découvert il y a pour le coup pas très longtemps, je pense qu'il y a je l'ai découvert cette année. C'est la Cozy Mystery avec Tandy Mitty, Les mystères de Tandy Mitty et donc le tome 1, la mort pardon de Tandy Mitty, une enquête d'outre-tombe, que j'avais pris ici dans sa version à 10 € pour la découverte. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Moi, j'aime pas trop quand c'est des thrillers, quand c'est des sujets, très, très sombres et tout et là, je m'étais dit: «La cosy», ça faisait longtemps que je voulais essayer et je me suis laissé séduire par cette magnifique, mais alors vraiment magnifique couverture. Le dos aussi sublime, le la tranche? Non, l'arrière en tout cas, avec le petit 1 en haut et tout. Franchement, très, très beau et donc voilà, ici on va suivre, non pas Tandy Mitty puisqu'elle est morte, mais Laurie Shepherd qui est la fille de son amie, en gros. Donc Laurie quand elle a depuis qu'elle est petite, sa maman lui racontait des histoires, toujours abracadabrantes sur une certaine Tandy Mitty, qui lui aurait aussi cousu un doudou, voilà, qu'on voit là, je crois, le petit lapin, je sais pas si vous allez bien le voir, mais qui lui aurait préparé un petit doudou et cetera. Mais pour Laurie, Tandy Mitty, c'est un personnage, fictif un peu, une excuse pour sa maman pour raconter des histoires abracadabrantes et puis, bon, bah, maintenant Laurie, je sais plus quel âge elle a, mais elle doit avoir la trentaine, elle allait se marier, mais son gars l'a quittée, elle a pas d'enfant, elle a pas trop de famille, sa mère vient de décéder, son travail lui plaît pas, elle vient de démissionner ou elle l'a perdu, je me souviens plus honnêtement. En tout cas, je sais que, bon, ça va pas, quoi. Son appartement est piteux et tout et un jour, elle va recevoir une lettre lui indiquant que tante Dimitri est morte. Donc là, elle va se dire: «Mais attends, tante Dimitri, elle est morte, comment ça, en fait?» puisque moi, pour moi, elle n'existait pas de base, donc comment elle peut être morte? Et puis pourquoi les autres personnes sont au courant de tante Dimitri que moi? Je pensais que c'était un personnage créé pour moi, quoi. Donc cette situation est assez drôle, en réalité dans le livre et donc elle va se retrouver dans un cabinet d'avocats, je sais pas si j'ai le nom ici, mais non, je l'ai pas ici. Mais donc voilà, Tante Dimitri lui dit: «OK, je suis riche maintenant, enfin, avant de mourir, j'étais riche, j'ai une grande maison et cetera en Angleterre, dans les Cotswolds, tu vas voir, c'est incroyable, tout ça c'est pour toi. Attends, en fait, avant que ce soit pour toi, tu as une dernière quête à accomplir, c'est de compiler toutes mes histoires pour une publication en échange de toute ma fortune». Et du coup, bah, Laurie, elle se dit: «Bah, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire de ma vie, au pire, je pars un mois dans les Cotswolds, ça va, quoi». Et donc, elle y va et on la suit, découvrir le petit village de Finch où, est cette maison, découvrir les habitants, découvrir aussi l'histoire de cette chère tante Dimitri et en même temps de sa mère. Donc on a un peu des sortes de flashbacks, c'est un peu une double temporalité où on a Laurie d'un côté et tante Dimitri ainsi que la mère de Laurie pendant la Seconde Guerre mondiale puisque ce livre et toute cette saga qui compte 24 tomes je crois en tout aujourd'hui, se passe et se base beaucoup sur les événements de la Seconde Guerre mondiale, les traumatismes, les morts, les attaques qu'il y a eu et cetera et surtout l'impact que ça a eu en Angleterre, puisque bon, bah, ça se passe en Angleterre, voilà, on parle beaucoup de Londres notamment et cetera. Très intéressant. Moi, j'avoue, la partie Seconde Guerre mondiale, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, puisque, bah, dans le cosy, j'aime justement le côté cosy et pas le côté trop mystery et histoire et tout. Généralement le côté où on suit, Laurie avec tous les voisins, les enfants, les trucs, ça me plaît, mais par contre dès qu'on commence à parler de la Seconde Guerre mondiale et tout, j'avoue, non pas je décroche, mais c'est pas ma partie préférée. Je suis plutôt tombé amoureux d'un genre littéraire que je ne connaissais pas du tout et qui m'a emporté dans des folies d'achat assez folles, je vais pas mentir, ça coûte beaucoup d'argent. Mais je suis absolument fan de ça, plus précisément de littérature japonaise et tant que le café est encore chaud, c'était ma porte d'entrée à moi. Hem, bon, hyper cliché, enfin, je veux dire, c'est un best-seller et tout, mais tant que le café est encore chaud, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne seraient pas renseignés forcément, on va suivre c'est un roman japonais donc de Toshikazu Kawaguchi, et qui est publié chez Albin Michel. Hem,
On va se retrouver dans un café qui s'appelle le Funiculi Funicola, qui se trouve, à Tokyo et c'est un café qui change le cœur des hommes avec un grand H. Basiquement, c'est un café dans lequel on peut se rendre pour, voyager, dans le passé, le temps d'un café. Tant, finalement, que le café est encore chaud, comme le dévoile son titre. On va suivre souvent 4 à 5 clients, avec en toile de fond, voilà, donc, hop, par exemple, chapitre 3, avec en toile de fond à chaque fois l'histoire de la famille, des serveurs notamment, et c'est vraiment réconfortant, touchant. J'ai pas trop de termes, tellement c'est poignant. C'est poignant, c'est dépaysant, c'est beau, c'est humain. En fait, je pense que c'est surtout ça qui plaît tant, c'est que c'est profondément humain. Ici, on va retrouver les questions que j'aime beaucoup, les questions existentielles de, hem, la vie, mais un peu plus sur le prisme de la vie, des regrets, tout ce qu'on n'a pas pu dire, de tout ce qu'on n'a pas su dire, de tout ce qu'on n'a pas pu faire ou su faire correctement à un moment donné. Tous ces moments ratés, toutes ces disputes, qu'on a déjà tous vécues, on dispute avec quelqu'un, on dit: «Oh, j'aurais dû dire ça, je me suis mal exprimé». Là, c'est quand même poussé à son paroxysme. On va avoir des gens qui, par exemple, ont caché, quelque chose à enfin, n'ont pas dit une vérité à quelqu'un qui finalement, par la suite, est décédé et vont vouloir remonter dans le temps pour en parler à cette personne et cetera. Et puis il y a aussi hem, toutes ces règles, en fait, pour remonter dans le temps. Il y a plusieurs règles, notamment, une qui dit que quoi que tu fasses dans le passé, ça ne changera pas la vie de la personne et ça ne changera pas ta vie non plus. C'est-à-dire que si demain, ton meilleur ami, décède dans un accident de voiture, tu dis: «Je remonte le temps pour lui dire: "Non, ne prends pas ta voiture ce jour-là"», en fait, il s'en rappellera pas ou alors il s'en rappellera, mais il va être obligé d'une manière ou d'une autre de prendre la voiture et en fait, ça se produira quand même, voilà, donc il y a tout ça aussi. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est vraiment si important de dire ce qu'on a sur le cœur à quelqu'un? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Mais aussi ça parle beaucoup de famille, mais aussi de société japonaise, notamment au niveau de l'homosexualité ou des choses comme ça. C'est vraiment intéressant, après voilà, encore une fois, c'est une encore une fois, c'est la 1re fois que je le dis. C'est une littérature qui est quand même un petit peu spéciale, dans le sens où c'est pas de la littérature classique, on sent vraiment que c'est japonais. Moi, ça me convient totalement. C'est une écriture très fluide, très belle, très poétique, très, non, j'abuse, peut-être pas très poétique, mais en tout cas simple et facile à lire. Voilà, c'est ça surtout que je veux dire. Pareil, au niveau de l'écriture, on est sur quelque chose j'arrive pas, on est sur quelque chose d'assez gros, voilà, donc hyper simple, hyper réconfortant, donc j'ai et bien sûr Tant que le café est encore chaud. J'ai ensuite Le café où vivent les souvenirs, qui est le tome 2. Heu, cette fois, on est dans un autre café qui s'appelle le Donna Donna et qui fonctionne sur la même, chose, sur le même principe avec toujours les petits chats et cetera. C'est très, très mignon. Le café du temps retrouvé qui est un petit peu plus court, le tome 3 donc. Le tome 4, Le café des au revoir et le dernier qui vient de sortir, en fin d'année, La douceur du café. Voilà, donc on oscille à chaque fois entre Funiculis Funicola et le Donna Donna. C'est tout le temps les mêmes personnages, les mêmes serveurs, leur vie, leur famille. Non, c'est vraiment hyper chou. En vrai, j'ai pas beaucoup de choses à dire, parce que c'est des histoires qui doivent se vivre. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est profondément humain et que c'est touchant et que ouais, c'est surtout que c'est, des histoires dans lesquelles on peut tous plus ou moins se reconnaître. Mon tome préféré, c'est celui-là, Le café des au revoir, que j'ai bouffé. Il fait, bon, il est pas très long, hein, il fait 200 pages, mais je l'ai lu en une soirée. Moi, d'habitude, ça me fait quand même 2 3 jours. J'aime bien les faire durer, je fais une histoire par jour et voilà. Et là, je pouvais pas, en fait. Je l'ai acheté le jour de sa sortie et le soir même, je l'ai lu. Je l'ai commencé à 19h je crois et j'ai pas pu m'endormir avant d'avoir fini. J'étais à fond, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'étais à fond. Voilà, j'espère qu'il y en a d'entre vous, enfin, il y en a parmi vous qui aiment aussi ce genre de littérature et qui aiment aussi ces livres. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, ou à m'envoyer un petit DM ou quelque chose parce que vraiment, j'adore, je peux en parler tout le temps. Donc
voilà pour ces livres-là. Mais qui dit littérature japonaise, dit aussi qu'il y en a beaucoup et que vous avez peut-être remarqué que le marché est pas saturé, mais qu'il y en a beaucoup. Et cette année, j'ai notamment découvert, alors j'ai pas encore tous les livres en ma possession, mais ça ne saurait tarder, les éditions Kibun. Les éditions Kibun qui ont sorti plusieurs romans cette année. Alors dans l'ordre, je ne sais plus, mais je crois qu'il y avait, bah, je crois que c'est ça, ouais. Il y avait, La petite confiserie de l'allée nocturne, dans lequel on va suivre du coup plusieurs protagonistes. Ça fonctionne un peu de la même façon à chaque fois. À l'intérieur de chacun de ces livres, on va avoir plusieurs chapitres qui font une cinquantaine de 40-50 pages chacun, et dans lequel on va suivre un personnage qui va se retrouver devant une allée un petit peu étrange, qui semble dénoter et dater d'une autre période du Japon. Hem, Tous les magasins semblent fermés, sauf une qui est une confiserie. Donc voilà, la petite confiserie de l'allée nocturne qui est tenue par un renard. Alors c'est pas un renard, je crois, hein. Je vais pas me souvenir de ce que c'est. C'est un yokai, un homme, un mi-homme, mi-renard, voilà. Bon, c'est pas très important dans l'histoire, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça va être plein de petites histoires, enfin 4 petites histoires et qui vont se relier à la fin par un fil rouge et c'est vraiment très mignon. Moi j'adore. C'est des pépites, vraiment, je kiffe. Heu, Ça, ces éditions sont à 17 €, ce qui est vraiment pas mal, sachant que ceux-là sont à 20 quand même. Alors oui, c'est pas le même papier et cetera, mais bon, 17 € par les temps qui courent, on va pas se mentir, c'est très bien. Même plutôt 16,95. Donc il y a eu celui-ci qui a été suivi par, oui, c'était pas dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. La boulangerie de minuit, là, c'est très mignon. Je pense que c'est un de mes préférés de cette maison d'édition, c'est vraiment très chaud. D'ailleurs, il y a la suite qui est sortie que j'ai pas encore acheté. Et là, on va se retrouver donc dans une boulangerie. C'est plus compliqué que ça, c'est une histoire de famille avec une bon, je vous laisserai découvrir, mais en tout cas, voilà. Au centre de l'histoire, il y a une boulangerie qui va recueillir une jeune fille, hem, par un concours de circonstances et de là va naître toute une histoire de, à nouveau j'utilise le terme found family, dans le sens où ça va être des gens qui ne se connaissaient pas et qui vont être tout les uns pour les autres. Et c'est vraiment très beau, c'est de l'entraide, c'est de l'humain, c'est, des questions de société aussi. Là, pour le coup, on est plus sur je dirais pas que c'est un chapitre par personnage puisque c'est vraiment une histoire qui se construit, mais il n'empêche que c'est vraiment très, très beau et moi la couverture, encore une fois, je la trouve très jolie. La DA est très belle de cette maison d'édition. Vient ensuite Le merveilleux restaurant des souvenirs, ici, et sa suite, Le chat du restaurant des souvenirs. Pareil, dans ce premier tome, si je peux dire, on va suivre plusieurs clients au sein d'un restaurant, et là, c'est le restaurant des souvenirs parce que c'est un restaurant qui vous permet, à travers ses plats, de revoir une dernière fois les personnes qui vous ont quitté en vous concoctant leur repas, préféré. Voilà, donc ils viennent partager avec vous un repas pour la dernière fois, vous pouvez échanger avec eux et cetera, et c'est très, très beau aussi. À nouveau, les thèmes, c'est le deuil, le regret, le pardon, l'acceptation, et cetera. C'est vraiment des thèmes très profonds, très beaux, mais toujours je trouve que dans ces textes, au global, dans ces textes de japonais, il y a toujours quelque chose de très poétique, de très: «Eh, c'est pas grave, on a le droit de pas y arriver du premier coup, rassure-toi». C'est pas grave, c'est la vie, je t'en veux pas, tu m'en veux pas, tu as fait de ton mieux, je le sais, même si je te l'ai pas dit sur le moment, je savais que tu faisais de ton mieux et cetera. C'est vraiment très réconfortant, très beau, même si ça a l'air d'être à chaque fois d'être des sujets hyper durs, on parle notamment de cancer, de maladies, de décès, d'accidents. Voilà, c'est vraiment lourd, mais je sais pas, les auteurs réussissent toujours, peut-être que c'est la traduction qui joue, hein, mais je pense pas, mais à chaque fois les auteurs réussissent à m'embarquer, moi je sais que je tombe dedans tout le temps, c'est magnifique. Donc voilà, et pareil, on va avoir, un petit fil conducteur à la fin, tout se relie et cetera, c'est très mignon. Et puis, bah, dans le tome 2 du coup, c'est la suite, c'est toujours aussi mignon, donc le restaurant, c'est le Shibineko, voilà, c'est ça. Et ils appellent ça exactement, je trouve que c'est bien, c'est le bon terme, c'est une healing fiction, donc une fiction qui réconforte, qui fait du bien, au cœur, voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que je les ai encore dans ma bibliothèque, hein, de toute façon. Mais j'avoue que j'ai de la chance quand même, la plupart des livres que je lis, je les aime bien. Cette année, je dois voir que
4 abandons peut-être, 4-5, dont malheureusement des livres qu'on m'a offerts, mais bon on peut pas toujours savoir, ça c'est un petit peu embêtant, mais c'est vrai que quand on a des belles pépites comme ça, c'est toujours hyper agréable. Je termine mon arc, japonais, parce que j'en ai beaucoup quand même. Donc on a vu le ca Tant que le café est encore chaud, on avait l'édition Kibun. J'ai découvert aussi les éditions Nami. Alors les éditions Nami, c'est magnifique, c'est des livres, que j'adore. J'en ai pas beaucoup, parce qu'en fait j'attends qu'ils sortent en poche. Parce que j'avoue que pour le coup bon, je vais vous montrer déjà. Les éditions Nami, leurs livres sont pas carrés, mais quasi, et ils sont reconnaissables par notamment leur dos, qui je trouvais magnifique. Enfin, leur DA est magnifique de toute façon. J'ai ces 2 livres-là, moi. Le Café secret des nuits de pleine lune, vous allez voir, moi, c'est tout le temps des cafés, des chats, la lune, voilà, c'est des thèmes récurrents. Et le Café secret des nuits de pleine lune, bonne résolution, qui est le tome 2 qui est sorti là, très récemment, en fin d'année. J'adore. J'adore. Pareil, là, on va être un petit peu comme ce qu'on avait sur hop, la petite confiserie de l'allée nocturne, dans le sens où ça va être des personnes un peu perdues dans leur vie, à des moments charnières, on va dire, qui se posent des questions sur où est-ce qu'ils vont. Ils vivent une séparation, ils vivent un décès, ils savent pas trop où va aller leur vie. Et apparaît comme ça un café secret, un café qui est tenu par des chats et qui va leur concocter un repas, un plat, un dessert, une boisson, quelque chose en tout cas, qui va leur faire du bien et leur mettre du baume au cœur. J'essaie de vous montrer en fait des illustrations qui sont vraiment jolies pour le coup. Donc voilà, notamment le genre d'illustration qu'on peut trouver avec donc le trou noir enrobé de chocolat, la pomme d'amour du Sagittaire, parce qu'on va retrouver dans cette saga, si je peux dire, enfin, en tout cas dans ces livres, euh, une particularité qui est que ces chats sont les versions humaines vers les versions chats des planètes Saturne, Uranus, etc. Et notamment la Lune aussi. Et à travers ces livres, on apprend aussi tout l'aspect, je vais dire cartomancie, c'est pas du tout ça, c'est l'astrologie occidentale. Et donc en fait, les personnes qui vont venir, on va leur lire comme ça et on va vous montrer, on va vous expliquer aussi ce qui est leur ascendant, en quelle lune ils sont nés, etc. Alors, c'est pas des trucs sur lesquels je suis un expert, mais je sais pas, je trouve que ça rajoute une touche de magie, une touche de réel, alors que pourtant ça ne l'est pas, hein, mais enfin, ça ne l'est pas. Ça dépend des croyances de chacun, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que euh, ça pourrait être un côté trop spirituel, vous voyez, on est trop décroché, et en fait, pas du tout. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose, un côté presque éducatif au livre. Et puis franchement, ils sont magnifiques. Et moi, c'est vraiment important que mes livres soient beaux. Par contre, voilà, le bémol, moi, de mon côté, c'est que les livres coûtent 20 euros. 20 euros l'unité, j'avoue. 20 euros l'unité, j'avoue que moi, ça pique. Ceux-là, je les ai achetés parce que de temps en temps, j'aime bien me faire un petit plaisir comme ça. Ou aussi Vinted. Mais souvent, j'attends qu'ils sortent en poche. Parce que ils ont une autrice que j'adore, notamment, et je vais vous en parler juste après, qui est Michiko Aoyama. Ces livres sont incroyables. Mais pour finir sur cela, moi je vous les recommande si vous avez envie d'être réconforté, vous avez envie qu'on vous dise t'inquiète pas, dans la vie, tout va bien, c'est un moment charnière, mais ça va aller. Si l'astrologie ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas du tout, si vous n'êtes pas ouvert au sujet, franchement passez votre chemin parce que on parle que de ça quand même. Donc voilà, c'est le premier est un coup de cœur, le deuxième n'est pas un coup de cœur, mais c'est dans la continuité, c'est-à-dire que c'est très bon, mais c'est pas un coup de cœur parce que je connaissais déjà la formule. Mais le premier est vraiment, quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais quoi? Mais quoi? Mais c'est incroyable et tout. Donc voilà, c'est les livres que je vous recommande en tout cas. Qu'est-ce que je vais vous donner par la suite? Tout. Il y a un petit livre que j'avais pas du tout repéré, parce que pour le coup, je sais de repérer quand même les livres qui m'intéressent. Et là, c'est Le chat qui reliait les âmes au café Pont. Alors le titre est un peu étonnant. En fait, on va suivre un chat qui est mort. Voilà. Et et dans le paradis des chats, on va dire, dans le paradis tout court, en fait, on doit quand même travailler pour pouvoir. Alors je crois là, l'idée c'est de. Donc on va avoir plusieurs petites histoires. Je crois qu'on va devoir
notre chat, notre protagoniste principal, en tout cas Michiru, non, Fuuta, pardon, le nom du chat, va devoir aider 4 âmes, ou je sais pas, quelque chose comme ça, pour pouvoir lui voir, retourner voir une fois dans le monde des vivants son ancien maître, son ancienne maîtresse plutôt, Michiru. Et voilà, on va suivre un chat qui va passer du monde des morts au monde des vivants continuellement pour aller à la rencontre des âmes humaines, essayer de comprendre leur fonctionnement, essayer de jouer un peu leur cupidon, les mettre en couple, faciliter leur vie, les aider à prendre des décisions, des choses comme ça. C'était très mignon. Franchement, c'est très mignon. Regardez-moi cette couverture toute belle qui pétille, n'importe quoi. Je suis désolé, je suis fatigué, il est tard. Mais cette couverture qui brille et tout, franchement, ça c'était chez HarperCollins et c'est un roman de Nagi Shimeno. Trop beau. Trop beau. Rien de spécial, franchement, à dire sur ce livre, si ce n'est que j'adore. Voilà, tout simplement. C'est une très belle découverte. C'est pas un coup de cœur non plus, mais je trouvais que l'angle était intéressant. Voilà. Je vais retourner chez Nami un petit instant, mais cette fois dans leur collection poche. J'ai lu un roman poche, peut-être. Bah oui, en fait, j'en ai qu'un. Je pensais qu'on avait deux. C'est un livre français, parce que Nami ne fait pas que des livres japonais, mais des livres de l'intime, comme ils appellent ça. Je trouve ça très beau. Ici, on va avoir un livre de Nadine Monfils, Le souffleur de nuages. J'ai craqué pour la couverture, bien sûr. Très très beau, le bleu comme ça et tout. Et là, c'est vraiment incroyable. Enfin, c'est une très belle histoire en fait. On va suivre Franck, un chauffeur de taxi parisien, je crois, qui est très solitaire, etc., qui va dans une journée classique de taxi récupérer une petite dame qui s'appelle Hélène. Et en fait, cette Hélène, elle est complètement folle. C'est-à-dire que, si je me rappelle bien, oui, c'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'elle veut retourner dans son village natal, ou je sais pas trop quoi. Elle l'emmène en tout cas dans un périple, en lui disant: «Je vais vous payer, j'ai plein d'argent, vas-y, fais ce que je te dis et conduis-moi où je veux». Et franchement, c'était trop bien dans le sens où c'est une histoire d'amitié entre une vieille dame et un gars perdu, un Parisien classique quoi, un mec qui est là, qui a la quarantaine, qui a pas de passion, qui a pas de but, qui travaille juste. Voilà, c'est très mignon et ouais, ça résume très bien, car il n'y a pas d'âge pour poursuivre ses rêves, profiter de rencontres inattendues et ensoleiller son existence. Voilà, c'est exactement ça, une invitation à regarder vers le ciel et à sourire à la vie. C'est exactement comme ça que je l'ai ressenti. Pareil, c'est pas forcément un coup de cœur, mais c'est le genre de lecture que que je pense pas forcément, mais quand je les regarde, je me dis, ah, c'est vrai que c'était quand même vachement sympa. Et puis la couleur est très jolie. Euh, j'ai un vrai problème avec les couvertures. Voilà, il y a les chapitres. Désolé, les chapitres sont très courts. Vous voyez, j'étais au 24e chapitre alors que je suis à la page 97. Donc c'est vraiment très court. Mais ça mettait du rythme dans le récit et ouais, c'était vraiment très beau. Pareil, je recommande. De toute façon, mon ami, en général, je recommande. Ah mais non, il y en avait un deuxième, il me semblait bien. Le dernier voyage de Momoko Hidaka, un nouveau Nami Poche qui a été écrit par Wakatake. Et ici, donc on va suivre Momoko pardon, qui a 80 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est une grand-mère en tout cas. Et, euh, et en fait, on va la suivre. C'est une lecture assez particulière hein, quand même. Je tiens à le dire. On reste dans la littérature de l'intime, dans le sens où on est dans la tête d'un personnage, d'une mamie, clairement, qui repense, qui pense à ses petits-enfants, à ses enfants, à ce qu'elle a raté, à ce qu'elle a bien fait dans sa vie, etc. Et on se balade surtout avec plusieurs voix dans sa tête. Franchement, il faut être, non, faut pas être accroché non plus, j'abuse, parce que j'ai pas l'habitude, mais, disons que c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Moi, je sais que j'ai failli décrocher un moment, je me suis dit, je comprends rien à ce qui se passe. Dans les deux premiers tomes, dans les 20-30 premières pages, je me disais, mais je comprends rien. Et puis, je me suis accroché. C'est pas le genre de lecture qui me dit, waouh, j'adore cette littérature, j'ai adoré le livre et tout. Par contre, je reconnais que c'était vraiment étonnant, inattendu et que ça change. Ouais,
ça change, ça reste du japonais, donc j'adore. Mais c'est vrai que ça change. Et puis bah voilà, on peut le voir ici, un premier roman au style affirmé. Alors ça, c'est plus qu'affirmé, c'est voilà, ça dépeint avec finesse et humour les méandres de la mémoire. Tout à fait, bah c'est exactement ça. On se remémore toute sa vie, son enfance, sa vie de maman et tout. C'était vraiment profond, très beau. Et peut-être que je le relirai plus tard, quand j'aurai grandi et que je serai papy. Et que je me dirai, bah ouais, finalement, je pense la même chose. Je sais pas. Mais en tout cas, je regarde dans ma bibliothèque. D'autant plus que, regardez-moi, c'est merveille en fait. C'est trop beau, donc j'adore. Chose promise, chose due, je vous avais dit que je parlerais de mon autrice préférée. On reste dans la littérature japonaise. Je vais pas retrouver où est-ce que j'ai mis les tomes. Ah, ils sont là-haut, je sais pas pourquoi. Chose promise, chose due. Je vous avais dit que je vous parlerais de mon autrice préférée, et c'est le moment. J'ai découvert cette année, cette année et fin d'année dernière d'ailleurs, Michiko Aoyama. Et moi, là, mon cœur a été emballé. Évidemment, ma porte d'entrée, ça a été quoi? Eh ben, ça a été... je dis pas de bêtises. Ma porte d'entrée, ça a été celui-ci. Un jeudi saveur chocolat avec cette magnifique couverture. Publié initialement chez Nami, pareil en format, vous savez, comme ça, et 20 euros. Voilà, donc j'attendais qu'il sortait en poche, et puis je l'ai vu en poche, je me suis dit la couverture magnifique, il me le faut, je l'ai acheté, je l'ai lu. Oh, là, franchement, c'est incroyable. C'est vraiment, voilà, j'en parle, j'ai des frissons, donc c'est coup de cœur, ça, coup de cœur, c'est sûr. En fait, là, on va suivre le Café Marble. En fait, on va suivre le personnage principal, on va dire, en tout cas, l'élément central du livre, c'est le café, euh, où on va suivre une femme qui vient chaque jeudi pour écrire une lettre en anglais devant un chocolat chaud. Et à partir de là, on va partir. Chaque chapitre sera sur un personnage différent. En fait, on va faire une boucle. On va partir de cette personne qui écrit une lettre à quelqu'un qui a vu cette personne écrire une lettre, puis quelqu'un qui a vu cette personne d'avant, etc., etc., etc. Sur plusieurs chapitres, comme ça, à chaque chapitre, on va changer de protagoniste, pour au final arriver au dernier chapitre sur la personne à qui écrivait la dame initiale sa lettre. Et franchement, voilà, moi, c'était bon, c'est bon, ça m'a emporté. Petite histoire d'amour, histoire d'amitié, histoire de famille. C'est vraiment de la tranche de vie. En plus, on voyage. Je sais qu'on va entre le Japon et Sydney, notamment. Histoire d'amitié, histoire d'amour, ouais, je l'ai déjà dit. Et puis, je me souviens que c'était hyper réconfortant, hyper chou, hyper doux. De toute façon, ça se voit rien qu'à la couverture. Et donc, incroyable. À partir de là, je me suis dit, il faut que je lise tous les livres de cette autrice. Donc, j'en ai profité et j'ai acheté la bibliothèque des rêves secrets. Ici, pareil, chaque chapitre est. Alors, si je me souviens, hein, je pense, il est un petit peu plus lourd, oui, un petit peu plus gros. Chaque chapitre, on va suivre, pareil, un protagoniste différent, mais l'élément central à chaque fois, ça va être la bibliothèque. On va suivre une personne qui est à un moment charnière de sa vie, comme souvent dans les romans de ce style, et qui va se rendre dans la bibliothèque municipale du coin pour emprunter un livre. Et à chaque fois, elle va pas emprunter le livre qu'elle était venue emprunter, mais un livre que la dame de la bibliothèque lui a donné. Elle lui a dit, tiens, je sens que celui-là, il est pour toi, et ce livre va changer sa vie. Euh, une nouvelle envie, enfin, comment dire, envie de nouvelle carrière, changement radical, etc. dans ta vie. Et en fait, ça remet en question un petit peu le mode je suis désolé si c'est pas clair. Et ça remet à chaque fois en perspective leur vie.
respectives et ça fait poser des questions sur eux, mais du coup sur nous aussi. L'importance qu'on accorde aussi, et qu'on n'accorde surtout pas, à nos librairies de quartier, à nos bibliothèques même municipales. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a en France notamment. Oh, j'ai eu peur. On se rend pas compte de la chance qu'on a en France notamment d'avoir des bibliothèques accessibles un petit peu partout dans toutes les villes, en tout cas toutes les grandes villes, pour pouvoir accéder à plein de livres. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, on parle beaucoup de ça, on parle de la société japonaise, on parle de grossophobie aussi, et de mochophobie, ça n'existe pas, mais ce que ça fait d'être moche au Japon et dans la société en général, des a priori qu'on a les uns sur les autres, enfin voilà. Vraiment très très bon, très très doux, très très beau, beaucoup de très très. Et à nouveau, j'ai des frissons, vous voyez, je mens pas à chaque fois que je parle d'elle, c'est incroyable. Et puis ensuite, le dernier que j'ai lu, c'est Un lundi parfum matcha. Donc là, ça va se passer à nouveau dans le café Marble, donc le premier livre que je vous ai parlé. Sauf que cette fois, il est fermé le lundi normalement, mais il va ouvrir, et en fait, on va revivre la même chose. Euh, le même système qu'avant, et cette fois, on va passer entre Tokyo et Kyoto. Voilà, si je dis pas de bêtises. C'était très bien. C'était parfait. J'ai adoré. Ça se passe en plus au Nouvel An, si je dis pas de bêtises. Ça se passe avec de la neige et tout. Printemps, neige. Ah oui, non, là, on change de saison, je crois. Quelque chose comme ça. Et puis, voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que je pourrais m'étendre encore, mais c'était incroyable. J'adore. En plus, il est au bord d'une petite rivière et tout. Je m'y vois à chaque fois. Et là, le prochain, il y en a un nouveau qui est sorti, qui s'appelle La forêt au clair de lune, qui est enfin qui est sorti en poche là, que je n'ai pas encore acheté, et que je vais me garder pour le début de l'année, en printemps je pense. Donc voilà pour ce qui était de Michiko Aoyama, je suis fan. Voilà, j'adore. Et on va maintenant faire une petite pause dans les livres japonais. Maintenant, je vais aller voir ma caméra pour voir si ça filme toujours. C'est parfait. En parallèle de la littérature japonaise, j'ai découvert d'autres styles de littérature, notamment la littérature young adulte, on va dire, et réécriture de contes de fées. Alors là, si vous êtes de faire une lecture, de lecture, vous savez vers quoi je vais. J'ai découvert les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, et alors là, coup de cœur absolu sur Cinder, le premier tome, c'était incroyable. Bah, vous savez, moi, je suis pas un très grand lecteur de base, donc tous ces univers et tout, je connais pas trop. Et quand les univers souvent sont trop recherchés et tout, moi, ça me saoule. Hunger Games, par exemple, j'aime bien les films, mais de là à les lire, je suis pas sûr que ça me plairait. Par contre, là, Cinder, vous m'avez eu. Déjà, moi, je trouve la couverture très jolie. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Là, ils ont eu des magnifiques couvertures. Ils sont en ressortie. Magnifique couverture enrichie en grand format et tout, magnifique. Mais là, dans ce que j'ai lu, donc on va suivre Cinder, qui est une jeune cyborg dans la ville de Beijing, Néo-Beijing, ouais c'est ça, en Asie. Donc ça se passe vraiment en 3000 et quelques, je crois, vraiment dans le futur. Il y a eu 4 guerres mondiales et tout, et il y a une partie de la population qui vit sur la Lune. Euh, et elle, donc elle vit là-bas sur Terre pour le moment. Bah non, sur Terre tout court en fait d'ailleurs. Et puis il y a toute une question entre guillemets géopolitique avec la Lune qui voudrait envahir potentiellement la Terre, on sait pas trop. Et puis surtout, il va y avoir le roi qui a un fils, le prince, qui va devoir. Enfin, le roi va. Oh, je n'arrive plus à parler, c'est quand même dingue. Je reprends. Le pays et la Terre, de manière générale, sont en proie à une pandémie. Super, c'est pas le Covid-19, je vous assure. Mais ouais, ils sont en proie à une pandémie que le roi n'arrive pas à solutionner. Il y a des centaines de milliers de malades, de morts surtout, parce que c'est une pandémie qui tue. Et puis, au milieu de tout ça, on va retrouver Cinder qui vit chez sa belle-mère, évidemment. Donc, on retrouve exactement tous les clichés de Cendrillon. Mais c'est super. C'est très bien fait parce que du coup, on connaît la base, on connaît. Ce qui est intéressant, en fait, c'est ça avec la réécriture, c'est qu'on connaît déjà les ficelles, on connaît déjà où ça va. Et pourtant,
Marissa Meyer réussit à mettre des petits twists et à le mettre de manière plus futuriste, et du coup on le voit pas forcément venir. Bien sûr, on retrouve le prince, qui est nul autre que le fils du roi, et qui donc est voué à devenir le roi à terme. On va retrouver le bal, on va retrouver tout ça, la chaussure de verre qui est remplacée par le pied, le pied de métal qui tombe et tout. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Donc le premier tome, c'est Cinder. Le second tome, c'est Scarlet, euh, qui est le second tome qui est plus grand, puisque en fait on fait un chapitre Cinder, un chapitre Scarlet. Et on alterne comme ça, parfois elles se retrouvent, etc. Et le troisième tome est Cress, plus gros parce que, je reprends, Scarlet est basé donc sur le petit chaperon rouge, comme on peut le voir ici, et Cress est basé sur le conte de Réponse, comme on peut voir avec ses cheveux, et pareil, plus gros encore, puisque un chapitre Cress, un chapitre Cinder, un chapitre Scarlet. Et le quatrième tome, le dernier, est sur Winter, donc Blanche-Neige. Voilà, c'est vraiment incroyable. Chaque tome est de plus en plus fou pour moi. J'ai du mal parce que c'est quand même lourd, enfin gros, assez parfois indigeste pour moi par rapport à ce que j'aime lire d'habitude. Vous voyez, je passe de romans japonais de 200 pages à ça. Pour le coup, c'est quand même assez fat. Mais à chaque fois, je peux pas lâcher les livres. Je le lis malgré tout en une semaine, ça. Donc ça va. Mais là, c'est vrai que le prochain, donc celui-là, il a fait 600 pages, le prochain, il en fait 800. Je suis pas sûr de tenir, on verra. Et puis, il y a eu un dernier tome qui est sorti, le tome, on va dire, un peu zéro, qui s'appelle Levana, et qui est donc sur Levana, la méchante de l'histoire. Connaître un peu plus sur sa vie. Donc là, je peux pas vous en dire plus sur tout ça, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'adore et que je suis pas prêt d'arrêter cette saga, puisque je suis fan, en fait, tout simplement. Je vais repasser maintenant au graphique. J'ai deux romans, pas du tout, deux mangas à vous montrer. Tout d'abord, L'Atelier des Sorciers. Magnifique. Forcément, vous savez très bien ce qui m'a fait craquer. La couverture. C'est écrit par et dessiné par Kamome Shirahama, chez Pika Édition. Et là, en fait, c'est un tout autre niveau. Les planches, j'essaie de vous en trouver une qui est... Ouais, ouais. Bon bah voilà. Là, par exemple, on va voir très clairement, c'est hyper détaillé, c'est beaucoup, c'est super beau. On va suivre les aventures de Coco, qui est une petite fille, donc qu'on voit sur la couverture du tome 1, qui est une fille lambda, ordinaire, qui habite dans un petit village avec sa mère, qui a toujours été fascinée par la magie qui existe dans son monde. La magie, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Pardon. Oui, non, c'est ça, qui ne s'apprend pas, qui est un don, en fait, dans ce monde. C'est soit tu l'as pas, et donc si tu l'as, t'es dans une école de magie, t'es encadré, t'es suivi par des professeurs de magie et tout, et bah si tu l'as pas, tu fais partie du peuple, et voilà. Et en fait, Coco, eh ben, elle fait partie du peuple. Sauf qu'un jour, à force de s'intéresser à la magie, elle va lancer un sort, sans le vouloir, et ce sort, il va figer sa mère. En fait, elle va figer sa mère, tout simplement, elle va lancer un sort interdit, et elle va être récupérée par, j'ai perdu son nom, mais par cet homme ici, qui est un professeur de magie en fait, et qui va l'emmener, qui va lui apprendre à utiliser la magie, puisqu'il se dit que si elle a pu lancer un sort, c'est pas pour rien. Et va se mêler à tout ça, les grands méchants de l'histoire, la confrérie des capuchons, je crois, qui font un peu le mal, etc. Franchement, je le vends super mal, mais croyez-moi que l'univers est incroyable. En plus, les sorts sont vraiment hyper bien travaillés. J'aimerais bien en fait vous trouver, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure, un, un sort, parce qu'en fait, il faut les dessiner les sorts pour qu'ils fonctionnent. Bon, tant pis, je peux pas vous montrer là, j'arrive pas à trouver. Mais voilà, pour qu'un sort puisse fonctionner, il faut pouvoir le dessiner, donc tout va se jouer sur la taille du dessin, l'aplat, la forme exacte. Plus la forme est exacte, plus le sort sera puissant. Il y a les différents signes de l'eau, de la terre, etc. Il faut combiner l'eau et la terre. Par exemple, combiner le vent et l'eau, et ça vous fait un geyser. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Le système de magie est hyper bien réfléchi. Euh,
Les dessins sont magnifiques et surtout, l'histoire est hyper prenante. Par contre là, c'est loin d'être terminé encore cette histoire et je crois que je suis déjà à 14 tomes. Oui, 14e tome. Là, je vous montrer que le premier. Mais vraiment, foncez. En plus, ils sont sortis de magnifiques éditions Grimoire qui comprennent les tomes, qui comprennent deux tomes à chaque fois, tome 1 et tome 2 en version plus grand et en hardback. Donc vraiment, si vous avez les moyens, je crois que c'est 20 € le gros contre 8 € un tome unique. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous plaît, franchement, foncez parce que ça vaut le coup, simplement. Et puis, dernier manga dont je voulais vous parler, Thermae Romae. Thermae Romae, oui, c'est ça. Euh, Là, c'est autre chose, complet. Peut-être que vous connaissez déjà, il y a eu une série sur Netflix, une adaptation, il y a eu un film aussi, je crois, et puis il y a cette sublime réédition. Ça se termine en très peu de tomes, je crois que c'est 5 ou 6 tomes. Moi j'en suis qu'au deuxième, je vous montre le premier là, mais j'en suis qu'au deuxième. Ça se passe à Rome. On va suivre, donc pendant la Grèce antique, on va suivre cet homme qui est en fait un architecte, on va dire, de terme, dans la Rome antique. Et à chaque chapitre, en gros, il se retrouve à être emmené dans le Japon féodal, je pense. En fait, dans le Japon, à plusieurs périodes. Japon féodal, Japon de notre époque. Euh, Toujours dans dans le milieu du bain, c'est-à-dire il va se retrouver parfois dans une baignoire, genre chez Monsieur Bricolage par exemple, un truc comme ça. Il va se dire mais quoi, mais qu'est-ce que je fais ici et tout. Et en fait, à chaque fois, ça va lui apprendre quelque chose sur notre vision actuelle du bain ou la vision actuelle, enfin la vision du moment des bains, etc., notamment des onsen au Japon, tout ça, donc c'est hyper intéressant. En fait, ça nous apprend des choses et ça nous montre en fait les similitudes surtout sur ce qui existait pendant l'Empire romain au niveau des bains, la, la pluri... Non, j'arrive pas à le dire. En tout cas, voilà, l'offre globale qui existait au niveau des bains, on le sait de par les recherches archéologiques, il y avait énormément de bains, c'était quelque chose qui faisait vraiment partie de la culture à l'époque. Et on s'est rendu compte, en tout cas l'autrice, qui est Mari Yamadaki, s'est rendu compte qu'il y avait énormément de similitudes entre ce qui s'est fait pendant l'époque antique et ce qui s'est fait au Japon alors que les deux peuples ne communiquaient pas. Et s'est dit, mais tiens, en fait, ce serait drôle, peut-être qu'ils, s'ils pouvaient voyager l'un vers l'autre, peut-être qu'ils pourraient s'échanger des choses et tout. Et donc voilà, en fait, c'est juste ça, c'est assez loufoque, on va pas se mentir, mais c'est hyper intéressant parce que l'autrice est super, déjà les dessins sont très beaux, et en plus, elle nous glisse à chaque fin de chapitre, ici, on a un peu une partie historique sur sa vision à elle. On a des photos, des choses comme ça, sur ses recherches, mais aussi sur la différence qu'il y avait entre, à l'époque, en romantique et ce qu'il y avait à l'époque au Japon. Voilà, franchement, hyper intéressant. Si vous voulez pas le lire, comme je vous disais, vous avez la série sur Netflix, donc voilà, mais en tout cas, moi, ça fait partie des mangas que j'aime beaucoup. Je passe maintenant à de la VO. J'ai eu la chance d'aller à Londres. Pas du tout. C'était pas à Londres, c'était à Édimbourg. Et j'ai acheté Winnie the Pooh, euh, l'original, donc le vrai texte de A.A. Milne, avec les dessins originaux de Monsieur Shepherd. Je crois que c'est un homme. Donc c'était une version magnifique en hardback noir et jaune comme ça. Et puis donc on va retrouver les illustrations. Franchement, c'est magnifique. Je suis très content de l'avoir. Ce n'est que le premier tome. Je m'achèterai le second tome à mon prochain voyage et ainsi de suite. Je suis vraiment très content de l'avoir. Initialement, je l'avais acheté pour l'avoir juste dans ma collection. Et puis, cette année, j'ai eu envie quand même de... Je me suis dit que je lisais, c'était bien. J'aimerais bien lire plus, mais surtout plus intelligemment, dans le sens où ça pourrait aussi m'aider à apprendre, enfin, à apprendre, à renforcer mes langues. Et je trouvais que c'était l'occasion parfaite, presque un conte, un livre pour enfants en anglais,
C'est très facile à comprendre, il y a des blagues, il y a de l'humour, voilà, c'est vraiment très mignon, c'est écrit gros et tout. C'est parfait. Franchement, si vous voulez lire en anglais, moi je peux que vous conseiller ça. J'étais pas chaud de lire en anglais au début, et depuis que je l'ai lu, j'ai vraiment pris confiance en me disant que finalement, c'était pas si compliqué, et que ça se fait en fait. C'est vraiment sympa. Ce premier tome est très cool. Je vais pas vous présenter Winnie l'ourson, je veux dire, tout le monde le connaît avec le Disney, etc. Ça m'a coûté 17 livres. Je pense que ça doit faire 20 € à peu près. C'était très cool. Donc voilà, juste une petite aparté là-dessus. Si on reste dans les livres pour enfants, si je peux dire ça, à l'école des loisirs cette fois, j'ai lu L'Estrange Malaventure de Mirella. Voilà. Alors là, je ne savais pas quand je l'ai lu, mais c'est une réécriture du conteur de flûte, ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Euh, le, le chanteur de flûte d'Amelin, je sais pas le titre exact, mais voilà, c'est une réécriture en tout cas d'un conte, et c'était très très cool. C'était très très cool. On va suivre donc Mirella, donc la jeune fille ici qui est rousse, pendant la peste, pendant la période de la peste à Hamelin. Et puis il y a beaucoup de rumeurs sur elle. C'est une porteuse d'eau, et on va la suivre, voilà, à apporter l'eau aux plus riches de la ville, puis à tout le monde, et puis petit à petit tout le monde se cloître chez soi parce qu'il y a la peste, etc. Et voilà, petit à petit les rats vont prendre place dans la ville, et elle seule, plutôt elle seule, va voir la peste, comme elle l'appelle, comme il s'appelle plutôt, euh, la personnification de la peste. Et elle seule va avoir la possibilité de le renvoyer de chez lui, enfin de le renvoyer de sa bourgade pour les sauver tous. Et c'était très beau, c'était très cool comme texte. Alors franchement, brut de décoffrage, hein, on parle quand même de scènes assez dures. Moi je vois pas pourquoi c'est pour les enfants. Enfin, l'école des loisirs, honnêtement, je ne me serais pas attendu à avoir des textes comme ça. On parle quand même de scènes S et V, donc c'est quand même pas, je vais pas dire les mots, voilà. Mais on parle quand même de choses assez dures. On parle de harcèlement, on parle de harcèlement parce qu'elle est un peu ronde, elle a les cheveux orange, les cheveux roux, c'est une femme, voilà, tout simplement, hein. Voilà, donc il y a quand même pas mal de sujets très gros. Maintenant, 15-16 ans, ça se lit. Et surtout, particularité, c'est écrit en ancien français, c'est-à-dire que c'est compréhensible, mais il y a des mots où on se dit, je sais pas, je comprends pas. Ouais, c'est quand même écrit en ancien français d'une façon assez particulière. Mais honnêtement, rien que pour ça, je vous invite à le lire, parce que moi, j'ai été surpris à chaque fois. Je me disais, oh tiens, et puis c'est cool parce que ça change des livres habituels. Encore une fois, voilà, c'est surtout ça, je pense, c'est que ça change, et ça permet d'avoir une autre vision de la littérature aussi, notamment la littérature pour les plus jeunes. Hop, donc ça, on en a parlé. J'ai lu cette magnifique édition du Thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich. Regardez-moi ça, je me permets de le déhousser. Il est vraiment super beau. Bah, encore une fois, voilà, vous vous demandez pas pourquoi est-ce que je l'ai lu, hein. Pour le coup, on me l'a offert l'année dernière, et je suis très très heureux. Dans ce livre, on va être ça va être assez fantastique, hein, pour le coup. Attendez, je referme, voilà. J'étais pour les fantômes. On va suivre deux personnages qui vont être Félicité et sa sœur. Je sais pas son nom. Donc deux sœurs, l'une qui réussit tout, et l'autre qui est moche, qui est laide, qui est considérée presque comme, je vais y arriver, qui est presque considérée comme une sorcière. Euh, c'est très intéressant. Ça parle de la famille. Ça parle de deux sœurs qui ont ouais, qui arrivent à parler aux morts, on va dire, avec du thé pour les fantômes. Voilà, il y a toute une mythologie autour du thé, autour des tisanes, autour des théières. Voilà, il y a vraiment tout ça. Ça se passe à Nice, dans le sud de la France, mais surtout, je l'ai un peu vu comme une quête initiatique, même si les personnages sont assez âgés, entre guillemets, genre ils doivent avoir la quarantaine, cinquantaine peut-être.
La narration est assez particulière aussi puisque, c'est raconté par quelqu'un. Si je dis pas de bêtises, il y a des moments aussi où les personnages principaux, heu, on les suit en direct, mais bien souvent, c'est des moments racontés par quelqu'un. C'est particulier. C'est pas la littérature, dite classique dans sa façon d'être écrit et cetera, même dans son découpage. Toutefois, je trouve vraiment que ça change et que ça aborde quand même des thèmes importants. Cette touche imaginaire, fantastique presque, elle est vraiment agréable. D'ailleurs, elle a eu plusieurs prix, le Grand Prix de l'Imaginaire et le Prix des Imaginales 2024. Je le vends hyper mal parce qu'il est tard et parce que je suis fatigué. Mais bon, de toute façon, je pense que vous le connaissez déjà si vous êtes sur Booktube, ça fait quand même le tour. Ça fait pas l'unanimité, mais en tout cas, moi, ça l'a fait. Plus que fait même. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Euh, il est temps pour moi de vous parler d'une de mes sagas préférées, je pense, ever maintenant, parce que là, c'est mon Harry Potter à moi, je pense. Et non, ce n'est pas Autre Monde, mon Harry Potter, c'est ça. Un monde après l'autre, de Jodie Taylor. Alors, ça, c'est une saga en 13 tomes, pour le moment. Il y en a plus. Et surtout, c'est une saga qui ne fait pas du tout, mais alors pas du tout l'unanimité. Il faut comprendre une chose, Jodie Taylor, c'était pas une autrice initialement, c'est une dame qui n'écrivait pas. Et puis, je crois que je sais plus à quelle période exactement, j'ai écouté pas mal d'interviews, mais à un moment ou à un autre, en 2013, elle a publié pour la première fois ce livre, sans expérience précédente, un monde après l'autre, qui me fait beaucoup penser à Doctor Who. C'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. On va suivre Madeleine Maxwell, qui est une femme très intelligente, très brillante, petite, avec un fort caractère et rousse, ronde et rousse, voilà, c'est ça. Donc une femme vraiment qui coche aucune case à part l'intelligence et qui travaille, voilà, en tant qu'historienne, elle est très diplômée, etc. Et puis un jour, elle va être contactée par Sainte Marie, un institut qui permet à une poignée de chanceux dans l'univers, enfin dans l'univers, pas du tout, dans le monde, de voyager à travers le temps pour aller récolter des informations sur des moments perdus de l'histoire. Là, on peut le voir sur la couverture, on va voir du Jurassique, on va avoir de la Première Guerre mondiale en France. Dans d'autres tomes, on va se retrouver à Pompéi, on va se retrouver en Angleterre pendant la construction de Whitechapel. Franchement, vous rêvez d'un endroit, vous l'avez. On va avoir Napoléon, on va avoir plein de personnages hyper importants. C'est tellement, mais tellement intéressant. Alors, pourquoi je dis que ça le faisait pas avec tout le monde? C'est de la littérature anglaise. En plus de ça, donc il y a un humour un peu particulier. C'est de l'humour assez graveleux, assez tourné autour voilà, du pipi caca, etc. Et puis, comme je le disais initialement, Jodie Taylor, c'est pas une autrice de base. Donc, ce premier tome, c'est pas le mieux construit dans le sens où il a été d'abord publié une première fois en auto-édition, puis il a été récupéré par une maison d'édition qui a demandé à l'autrice de remanier un peu l'histoire pour que ce soit plus carré et mieux. Donc ça se sent un petit peu dans le premier tome, mais moi, en tous les cas, même sans savoir ça, je t'embarquais direct. Pour en avoir parlé dans un club de lecture et pour en avoir vu des avis sur les réseaux, j'ai vu que des avis hyper négatifs, honnêtement. Je pense que c'est le genre de livre qu'il faut essayer. Ils sont sortis en poche maintenant. Et franchement, mais tentez, franchement, tentez, au pire, vous rentrez pas dedans et vous aurez dépensé 7 € en poche, ou même il y a une offre à 5 € qui va pas tarder à sortir. Soit, mais vous allez sauter dedans à pieds joints et là, bon courage pour vous en sortir parce que c'est incroyable. Moi, j'ai adoré le tome 1, 2, ici, écho en écho, et 3, une seconde chance. Maintenant, la fin du tome 3, vous avez une porte de sortie. Vous pouvez vous arrêter là. J'ai hésité parce que moi, la fin du tome 3, j'étais pas d'accord du tout, mais alors pas du tout avec l'autrice.
Il faut savoir que c'est une autrice qui aime bien faire du mal à ses personnages, qui tue sans problème personnel, donc on s'y attache et voilà, on s'en veut après d'être attaché parce que ça fait mal. Mais bon, voilà, la fin du tome 2, je ne peux pas en parler parce que pour le coup, ce serait vraiment du spoil bête. Je pourrais faire une vidéo dessus, mais voilà, je n'ai pas du tout apprécié. Toutefois, j'ai quand même lu le tome 4 après pas mal de temps, j'ai quand même mis quelques mois. Une trace dans le temps, donc là voilà, Pompéi, etc. Je crois que ça c'est Oxford, très cool. Finalement, voilà, c'était un tome plutôt en demi-teinte, mais que j'ai quand même apprécié au final. Et puis bon, bah, après c'est reparti, hein. Une fois que moi j'étais relancé, donc Hier ou jamais le tome 5, et En cas de problème le tome 6. Voilà, donc là je suis au tome 6, je vous dis il y en a 13. Voilà, super. Sachez qu'en parallèle de tout ça, donc de ces 13 tomes-là, c'est quand même un gros univers, puisque on va avoir deux livres compagnons, on va dire. En fait, c'est une autrice très prolifique, puisqu'elle est à la retraite. Donc elle écrit ses tomes principaux, plus des short stories, donc des petites histoires. Dans celui-là, on va avoir 6 histoires, donc entre 30 et 100 pages à chaque fois. En anglais, je le dis tout de suite, ce livre-là est en anglais, donc voilà, je me suis mis à la littérature en anglais pour ça aussi, j'en suis là. J'ai lu 3 histoires aujourd'hui, donc en fait, basiquement, entre chaque tome, vous avez toujours un tome .5 entre deux, enfin une histoire .5 entre deux qui raconte juste une petite histoire, une échappée, quelque chose. Vous avez toujours une histoire qui se passe à Noël à chaque fin d'année. Voilà, il y a toujours des petites choses comme ça. Et en plus de ça, je reviens tout de suite. En plus de ça, elle a commencé une nouvelle saga qui s'appelle La police du temps, qui se passe dans le même univers. Et en gros, bon, je vous le mets dans le mille, de toute façon, je pense que vous l'avez imaginé. Ils vont voyager dans le temps, évidemment, et ils vont faire des conneries. Voilà, il y a le méchant de l'univers, bien sûr, mais surtout, bah, ils font des conneries, hein. Et il y a la police du temps qui est créée pour remédier à tout ça. Donc moi, je ne l'ai pas encore lu, celui-là, c'est dans ma pile à lire pour l'année prochaine, mais il se lit dans l'idéal après le tome 11, je crois, donc j'ai encore le temps, mais juste je les achète au fur et à mesure pour soutenir la maison d'édition, qui est Hervé Chopin, et que je remercierai jamais assez d'avoir traduit ses livres. Euh, donc franchement, foncez, il y a tellement de rebondissements, un chapitre, un rebondissement. En fait, je pense que c'est aussi pour ça que ça plaît pas beaucoup enfin, qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient pas en France, c'est que ça passe ni queue ni tête. Vous voyez un peu les épisodes de Doctor Who, si vous regardez, on voyage dans le temps, on voyage dans l'espace, et bah oui, ça se résout vite, oui, il y a des facilités scénaristiques, etc. C'est la même chose ici. Faut pas se prendre la tête, ça se lit, vous le dégommez comme une série, quoi. Faut pas réfléchir. Maintenant, pour les personnes qui aiment vraiment la SFFF ou la science-fiction à balles, etc., forcément, ça va pas vous convenir. Moi qui suis néophyte là-dedans, c'est parfait, franchement, je ne peux que le recommander. Je m'arrête là, parce que pareil, je pourrais parler pendant des heures, des heures, des heures, mais cette série, je la prends en intraveineuse, je me retiens à chaque fois de ne pas enchaîner avec le tome suivant. Donc j'espace au moins de 1 ou 2 mois pour pouvoir durer, parce qu'en l'instant, il n'y a que 13 tomes. Oui, j'ai utilisé que 13 tomes. Mais il n'est pas sûr qu'on en ait un 14e. Selon l'autrice, oui, mais bon, parce qu'on a l'évidence, elle est âgée, hein, malgré tout. Je crois qu'elle doit avoir 70 ans, un truc comme ça. Et puis, bah, peut-être qu'un jour elle en aura marre aussi, je sais pas trop. Donc j'espace petit à petit, et puis je lis des nouvelles de temps en temps, et puis voilà, tout se passera bien. Maintenant, je retourne juste sur des graphiques qui se lisent très très vite. Alors non, ce n'est pas Heartstopper que j'ai lu, mais que je ne vais pas vous présenter ici. C'est The Sad Ghost Club. Pareil, c'est en anglais, c'est pour ça que je l'ai lu. En fait, de base, je voulais pareil lire en anglais, et c'est très mignon. Enfin, très mignon. Oula. En fait, ça parle d'angoisse. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez anxieux. J'ai fait pas mal de crises d'angoisse, pas mal d'angoisse dans ma vie, etc. Et en fait, c'est ça. Ça va parler d'un club qui va être créé par cette personne. En fait, toutes les personnes qui sont atteintes d'angoisse dans ces romans, enfin dans ces romans graphiques, sont représentées par des fantômes, parce qu'elles ont l'impression d'être inexistantes, impalpables, vous savez, enfin voilà, ce sentiment-là. Donc elles sont représentées comme ça, ce qui fait que c'est très beau, très poétique quelque part. Et donc voilà, on va suivre à chaque fois. Donc il y a le tome 1, le tome 2,
le tome 3 et le tome 4. C'est écrit par Liz Meddings, pardon. Moi, je les ai achetés sur les tomes 1, 2 et 3, je les ai achetés sur Amazon. C'est pas bien, mais bon, voilà, c'est en anglais, j'avais pas trop d'autres choix. Et le tome 4, je l'ai acheté directement à Édimbourg, en même temps que The Sad Ghost Club, A Hopeful Guide to Getting Through Bad Days, et qui est vraiment ça. Ah, c'est un très beau cadeau, frère. Je l'ai acheté, je l'ai lu. C'est vraiment, ça va pas? Pourquoi ça va pas? Ok, lis et ça ira mieux. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment un, bah, c'est chaleureux, oui. Le orange, le soleil derrière, c'est vraiment ce qu'on ressent quand on lit, c'est super. Et globalement, c'est ce qu'on ressent avec tous les tomes. On va voir des personnes qui ont de la phobie sociale, des personnes qui ont de la phobie scolaire, des personnes qui sont juste mal en société, des personnes qui n'arrivent pas à avoir de vie amoureuse, des personnes. euh, En fait, on va vraiment toucher tout le spectre, je trouve, des angoisses, de la dépression aussi, parce qu'on parle pas mal de dépression. Donc, c'est pas à lire quand vous allez pas bien, je pense, même si, euh, même si je vais dire cheerful, genre c'est très joyeux quand même malgré tout, mais je pense que ça quand même, ça parle de sujets vraiment pas faciles. Ça parle pas non plus de S ou quoi, mais ça parle de, bah, voilà, de dépression, de choses difficiles qu'on traverse dans la vie. Donc je pense que ça va lire une fois que vous avez passé ce moment-là. En dehors de celui-là, qui est vraiment le guide parfait pour ça. Mais sinon, les tomes principaux, on va dire 1, 2, 3 et 4, ils se lisent plutôt quand ça va. Voilà, je vous ai pas montré les planches, mais tout est dessiné à la main et l'histoire est originale du coup, par Liz Meddings. Je vais vous montrer. Hop, ça ressemble à ça. Et vraiment, c'est tout choupi. Voilà, dites-moi s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà lu, je pense pas, c'est pas très connu en France. Je crois que le premier tome a été publié en français, mais j'ai vu personne en parler. Donc je pense que ça n'a pas dû très bien marcher. Voilà. Euh, Petit détour, j'ai bientôt terminé, normalement. Petit détour par les éditions Point. Est-ce que j'en ai là? Ou pas les éditions Point? Non, je crois pas. Non. J'ai lu deux romans chez eux. J'ai lu Le Gardien des Souvenirs, un roman japonais, voilà, de Sanaka Hiragi. Euh, quel souvenir chouette, quel souvenir choisiriez-vous de revivre? Voilà, bah, et c'est exactement ça, en fait. Quand on meurt, on se retrouve devant le gardien des souvenirs qui nous invite à revivre nos souvenirs et à revivre notre vie, comme ça. Et donc, on va suivre plusieurs personnages qui vont revivre leur vie, qui vont revivre les plus beaux moments de leur vie, les moments les plus tristes, etc. Et c'est très très beau. D'autant plus qu'il y a un mystère tout au long du livre, c'est pourquoi est-ce que notre personnage principal, Hirasaka, le propriétaire du studio, est là? Pourquoi est-ce qu'il est propriétaire du studio? Pourquoi est-ce qu'il a ce travail-là? Pourquoi c'est sa mission de faire ça? Pourquoi il est mort? Lui, il est chargé de se rappeler, enfin d'accompagner les gens dans leur dernier, j'arrive pas à parler, lui, il est chargé de faire revivre aux personnes leurs derniers souvenirs, enfin leurs souvenirs les plus précieux, mais lui ne se rappelle pas de ses propres souvenirs. Et donc il y a toute cette quête-là de mais pourquoi moi je me souviens pas, etc. Et la fin, dernier chapitre, j'ai pleuré. Franchement, c'est très rare quand même que je pleure sur ces livres-là, même s'ils sont beaux, mais là, oh, c'était tellement touchant, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que vraiment, ce serait spoiler l'histoire et ce serait dommage. Mais on comprend pourquoi est-ce qu'il est là, quel était son rôle dans tout ça, et c'est magnifique. Voilà, je ne peux que vous le recommander. Il est à, je crois, 8 euros. Après, moi, mon problème avec les éditions Point, c'est que les pages sont vraiment remplies, et que du coup, des fois, la lecture, elle est quand même assez compliquée, enfin, assez obstruée, mais avec celui-là, je trouve que ça va encore. Des fois, c'est pire chez Point, donc ça va. Maintenant, une lecture un peu plus mitigée. Je ne garde pas vraiment de bons souvenirs, mais je le garde quand même. Il s'agit d'un livre de Mo Yan, prix Nobel de littérature quand même. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas. Le maître a de plus en plus d'humour. Alors là, ça se passe en Chine et on suit un papy, un monsieur bientôt à la retraite qui s'appelle le maître Ding,
et en fait, et ben, il est licencié. Du jour au lendemain, alors qu'il bossait dans une usine depuis des années, il est licencié. Et donc, bah voilà, il se remet en question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc., etc. Et un jour, il trouve une idée, mais une idée, pardon, à la limite de l'idée criminelle, un peu de l'illégalité. Et voilà, donc c'est un court roman empreint de tendresse et d'humour. Hmm. Je sais pas si j'aurais utilisé ces mots-là. Maintenant, une chose est sûre, c'est que c'était inattendu, je m'attendais pas du tout à lire ça. Je le garde parce que je me vois pas le revendre quand même. C'était tellement étonnant pour moi comme lecture que je veux le garder pour m'en rappeler à chaque fois que je le regarde. Mais cet homme, Moyan, a fait d'autres livres que je ne lirai pas. Voilà, je pense que j'étais vacciné. Euh, à moins que vraiment il y en a qui me tentent, mais là, non, c'est pour le moment, vous avez prévu. Je vérifie que je n'ai pas oublié. Il me reste juste cela. Hop. Également, j'ai découvert une nouvelle autrice, enfin une nouvelle, pas aussi nouvelle, mais une autrice, qui s'appelle Laura Imai Messina. Elle a notamment écrit Ce que nous confions au vent, qui est un roman hyper poignant. J'ai trouvé très très touchant et voilà, j'ai des frissons. C'est que j'ai vraiment aimé et d'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai lu son livre suivant. Il est publié chez 10-18 et là on va parler, c'est inspiré de faits réels aussi. C'est une autrice italienne qui écrit sur un événement qui s'est passé au Japon en 2011. Vous savez, le fameux. Enfin, en 2011, il y a eu un tsunami sur la baie de Tokyo. Si je dis pas de bêtises. Euh, voilà. Et. Enfin, en tout cas, il y a eu un tsunami. Et sur les pentes. Enfin, sur le mont Kujirayama, au milieu d'un jardin, on trouve, et c'est véridique, hein, vous pouvez regarder sur internet, on trouve un cabine téléphonique qui n'est reliée à rien. La cabine téléphonique du vent. Et en fait, c'est une cabine téléphonique où les Japonais vont pour parler aux personnes qu'ils ont perdues pendant le tsunami. Et donc voilà, autour de tout ça va se créer une histoire très personnelle, très poignante, une histoire d'amour aussi, d'amour avec un grand A, pas uniquement amour, comment dire, romantique, mais aussi amour d'amitié, d'amour de respect pour la culture, pour le souvenir, pour tout ça. Franchement, c'était vraiment très beau. Je peux vraiment que vous le recommander. Était dans la sélection 2023 du prix des libraires. Et ouais, c'était très très beau, puissant et délicat. C'est exactement ça. C'est un endroit réel qui a inspiré Laura Imai. Cette puissante histoire de résilience autour de la perte et de la force rédemptrice de l'amour. Je ne saurais pas mieux le vendre, hein, franchement. Foncez, foncez, c'est très court encore une fois, moi j'aime bien les romans courts, il fait 200 pages, 220, let's go quoi. Ensuite elle a écrit un livre, L'île des battements de cœur, toujours chez 10-18, en poche. Je suis un peu plus réservé sur celui-là, dans le sens où j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer dedans. Je suis rentré dedans qu'à la deuxième moitié. Il est un petit peu plus long, il fait 300 pages, donc ça va, c'est pas non plus énorme. Toujours de la même façon, elle se base sur quelque chose qui existe, qui est une île, ah, c'est ici, ça se passe à Tokyo, pardon, pas l'autre. Donc, en périphérie de Tokyo, il y a une île, je sais pas si je vais la réussir à retrouver son nom, dans laquelle il y a un projet artistique, une œuvre artistique qui a été mise en place par un artiste, et ça existe encore aujourd'hui, euh, où en fait, l'artiste a enregistré les battements de cœur de plein de gens sur Terre, et chaque visiteur peut enregistrer les siens. Et donc, il y a une question autour de l'immortalité, etc. Et, euh, et on va suivre euh, Shuichi, qui est un illustrateur reconnu de livres d'enfants, qui est hanté par les battements de son cœur, puisqu'il a une maladie au cœur. Et voilà, il va se lier d'amitié avec un garçon, avec un petit enfant, et ils vont être amenés à se rendre sur cette île. Franchement, c'est pareil. La première partie est très longue à mettre en place, par contre la deuxième partie, c'est hyper touchant, autant que ce que nous confions au vent. C'est à nouveau des littératures de l'intime, j'adore.
C'était très très beau, les deux étaient très beaux, même si j'ai mis plus de temps à rentrer dans celui-là. Et à nouveau, ça se passe au Japon, j'adore. Et c'est très doux, c'est très juste. C'est passionnant. Et ah, ouais, non, c'est très personnel en fait. On sent vraiment que l'autrice euh, réussit à nous dépeindre ses différents sentiments à travers ses livres et c'est vraiment hyper agréable quoi. Plus que 4 livres. Et après j'ai terminé cette sélection de l'année. Euh, j'ai lu L'étonnant voyage de Maureen Fry. Alors ça c'était étonnant. C'était étonnant. Ouais. En fait, Maureen, c'est une maman qui a perdu son fils. Qui a perdu son fils, on ne sait pas trop au début pourquoi, comment, etc. Et en fait, elle entreprend un voyage, c'est d'aller voir, d'aller retrouver son fils. Elle prend pas trop, etc. En fait, on la suit dans son voyage avec mille péripéties, mais c'est une dame qui a son mari, etc. Et c'est une dame d'un certain âge. Et donc voilà. Euh, c'est très, encore une fois, je trouve que c'est très personnel. C'est écrit par Joyce, pardon. Et je trouve que c'est très personnel, c'est très profond aussi. Ça pose beaucoup de questions sur la famille, sur l'amour, sur le deuil, bien sûr. Comme toujours, ça fait toujours. J'ai l'impression que je lis des livres sur la même chose, hein, mais voilà, c'est très beau. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle trouvera au bout du chemin, et pourtant elle le sait. Elle doit y arriver. Sur la voie de la consolation, Marine va explorer l'amour, la perte, le chagrin, et découvrir enfin la force du pardon. Ouais. Voilà, c'est sublime. Et puis surtout, on part à la découverte de l'Angleterre aussi, l'Angleterre du Nord. C'est très beau. C'est très très beau. Je recommande. J'ai pas eu un coup de cœur. C'est pas un livre qui restera marqué autant que ceux que je vous ai montrés juste avant, mais quand même, c'est une très très belle histoire. Bon, là, c'est un livre que je pense que je vais me débarrasser. Enfin, c'est méchant de dire ça. Que je pense que je vais vendre à terme à Novice Imparfaite, qui est un prix concours de la nouvelle de 2024. Alors, c'est une nouvelle dont je ne me souviens pas. Honnêtement, je sais juste que je m'étais fait, voilà, pendant que je lisais, 140 pages. Je, voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je vais vous lire juste la première phrase. Qu'est-ce qui rassemble cette constellation de personnages qui se répondent dans ces 8 histoires de vie imparfaites? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. En fait, ce qui s'est passé pour ce livre, pour être totalement honnête, je suis allé dans une librairie donc à l'Armitière, à Rouen, et je savais pas quoi lire. J'avais des livres dans ma pile à lire, mais je voulais lire autre chose, je savais pas quoi. Je me suis retourné dans la section livres de poche, je l'ai vu en face de moi, comme ça. Je me suis dit, ce sera lui. J'ai regardé, j'ai dit, allez hop, pourquoi pas. Et en fait, non. C'est pas grave, hein, parce que ça me fait, par exemple, j'avais fait la même chose pour celui-là. Et au final, c'était une bonne découverte. J'avais fait la même chose pour celui-là. Et au final, c'était une bonne découverte. En fait, voilà, je fais au hasard et des fois ça marche, et des fois ça marche pas. Et c'est ok. Une fois où ça a marché, j'ai fait la même chose pour celui-ci, L'homme qui n'aimait plus les chats, de Isabelle Hopi, chez Folio. Franchement, ça c'était très cool. Putain, je sais avec le sourire, ça parle bien de sujets hyper sérieux. C'est assez loufoque, hein. Déjà, vous voyez la couverture, voilà. On suit. L'intrigue se passe sur une île lambda, on peut dire. Voilà, une île vraiment lambda où on va suivre leurs habitants. Et une île à chats, il y a des chats partout, etc. Et du jour au lendemain, quelqu'un de la Terre va venir les voir en leur disant, mais en fait, ce sont pas des chats que vous avez, ce sont des chiens. Alors tout le monde se dit, mais n'importe quoi, ce sont des chats, on sait que c'est des chats, on nous a toujours dit que c'était des chats, etc. Et petit à petit, tout le monde va finir par croire que c'est vraiment des chiens. Et voilà, et en fait, c'est fou, je sais pas comment expliquer, mais c'est assez dingue, en fait, ça permet de... C'est exactement ça, c'est dans la lignée de 1984 de George Orwell. C'est tout à fait ça, franchement, c'est exactement ce que j'ai ressenti dans le sens où la société vient réécrire la vie de ces personnes qui n'ont rien demandé à personne et qui sont vraiment en train de perdre la boule à la fin.
C'est super, c'est très court, je crois que je suis à 150, 120 pages, vous voyez, vraiment, c'est très très court. Pourtant, j'ai mis du temps à le lire, hein, mais j'ai vraiment bien aimé. Donc, ça fait partie des livres que je vais garder et qui étaient une bonne découverte. Et enfin, the last but not least, j'ai découvert Rousse ou les habitants, ou les beaux habitants de l'univers, de Denis Infante, chez Point, comme quoi. Et là, bah, j'ai craqué pour la couverture, voilà, et surtout parce qu'on suit Rousse, qui est un renard, une renarde plus précisément, dans un monde, disons plutôt dans un endroit où il n'y a plus d'humains. Et, euh, et c'était très beau. Son rêve à elle, c'est de voir l'océan. Et donc, on va la suivre comme ça, passer de biome en biome, de forêt en plaine, rencontrer des animaux, des ours, des aigles, des sangliers et autres. C'est vraiment très beau. Fonder une famille, devenir mère. Voilà, toute sa vie. Franchement, c'est très beau. C'est une vraie histoire sur la biodiversité, sur l'importance des animaux, sur l'importance de notre place en tant qu'humain aussi, et de ce qu'on a à jouer dans toute cette terre. Je sais pas comment expliquer, dans toute cette vie. C'est vraiment très beau. C'est une fable portée par la langue dure. Pour la... C'est une fable portée par une langue au ras du réel avec la puissance d'une odyssée. C'est exactement ça. En plus que l'écriture est assez particulière, mine de rien. C'est pas une écriture, ce sont pas des phrases écrites en français. Il manque des verbes, il manque des conjonctions de coordination, il manque des choses comme ça. Mais ça rend le texte plus réel, plus rêche, plus proche de la renarde, plus proche de ses aventures. C'est très très beau. Honnêtement, j'ai passé un très bon moment, j'ai lu en 2 jours. On est sur du 180 poches et 180 pages et c'est écrit comme ça. Donc on a quand même de la place quoi pour lire. Pour le coup, je trouve que chez Point, ils font pas des efforts. Et je vais quand même vous montrer ma lecture en cours qui n'est pas terminée du tout. Hop, je suis aux 3 quarts et il s'agit de La maison au milieu de la mer Céruléenne. Donc voilà, de TJ Klune. Et là, c'est jaspé, c'est magnifique. Là, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je l'ai pas encore fini, donc je ne me prononcerai pas. Mais voilà, j'en ai terminé de cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de la tourner, de vous parler longuement de ces livres qui m'ont accompagné tout au long de cette année et aussi parfois des années précédentes. Je serais vraiment hyper curieux d'avoir vos retours sur cette vidéo, sur ce format aussi hyper long. Je pense que la vidéo va durer peut-être plus d'1 heure. Savoir ce que vous en pensez, savoir si ça vous a plu. Et puis peut-être qu'on se retrouvera prochainement pour parler de mes prochaines lectures en détail aussi. Mes nouvelles découvertes de 2026 et puis la poursuite de mes sagas, parce qu'il y en a pas mal. Voilà. Vous l'avez vu, je suis pas un très très grand lecteur. J'ai pas lu 10 000 livres. En réalité, cette année, je suis à 47. Si je me trompe pas, 47 livres. Je vous en ai montré plus là, mais parce qu'il y a ceux des années précédentes aussi. Mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est d'essayer au maximum de découvrir différents genres littéraires et d'essayer de prendre du plaisir en lisant et de remplir mon petit journal de lecture. Voilà. Et chroniquer sur YouTube, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais que je m'étais pas forcément autorisé et j'avais pas forcément le courage de faire. Donc là, je l'ai tourné. Faut encore que je la monte et que je la poste. Ça, c'est autre chose. Si vous voyez la vidéo, c'est qu'elle est postée et que j'ai réussi. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. J'espère honnêtement que la vidéo a pu vous plaire et qu'elle a pu vous divertir et vous donner des envies de lecture surtout, parce que c'est ça. Maintenant, j'aimerais beaucoup en parler avec vous. Alors n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et on pourra peut-être en discuter ensemble. Merci beaucoup. Passez une très bonne nuit, très bonne journée, très bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine.